Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à tracer des vecteurs vitesse avec Python. Et à partir de ça, je vais vous demander d'essayer de trouver par vous-même comment tracer les vecteurs variation de vitesse, toujours avec Python. Alors dans un premier temps, on va ici déterminer les composantes du vecteur vitesse. On va considérer un objet qui se déplace sur une trajectoire et on va s'intéresser au vecteur vitesse de cet objet en un point MI. On sait qu'on doit, pour cela, si on veut déterminer ce vecteur vitesse, repérer le point précédent, mi-1, et le point suivant, mi plus 1. Alors pour déterminer les composantes du vecteur vitesse, en fait, on va ici utiliser un repère OXY avec un vecteur unitaire I selon l'horizontale et un vecteur unitaire J selon la verticale. Ce vecteur vitesse, il a une composante selon l'horizontale que l'on note Vx, ici en vert, et une composante verticale Vy en bleu. Et en fait, on peut écrire ce vecteur vitesse de la manière suivante. Le vecteur V est égal au déplacement Vx selon le vecteur unitaire I, plus le déplacement Vy selon le vecteur unitaire J. V est égal à Vxi plus Vyj. Alors, Vxi, finalement, c'est la vitesse horizontale. Vyj, c'est la vitesse verticale. Et le terme Vx, on appelle ça la composante horizontale de la vitesse. Le terme Vy, la composante verticale de la vitesse. Alors, comment déterminer les valeurs de ces deux composantes? Eh bien, pour cela, on va repérer d'abord pour la composante horizontale de la vitesse, on va repérer les abscisses des points suivants et précédents. Donc pour le point mi plus 1, on a l'abscisse xi plus 1. Pour le point mi-1, on a l'abscisse xi-1. Et finalement, la composante horizontale de la vitesse, Vx, va s'écrire tout simplement xi plus 1 moins xi moins 1 sur 2 taux. Alors, taux on connaît bien, c'est l'écart temporel entre deux positions successives. Entre le point mi-1 et le point mi plus 1, on a une fois l'écart temporel taux et deux fois l'écart temporel taux. Et maintenant, au numérateur, nous avons xi plus 1 moins xi moins 1. À quoi ça correspond? Eh bien, en fait, ça correspond au déplacement horizontal de l'objet. Quand l'objet passe de la position mi-1 à la position mi plus 1, je peux considérer ici que horizontalement, il s'est déplacé comme cela. Et donc ce déplacement horizontal, xi plus 1 moins xi moins 1, permet de calculer la composante horizontale de la vitesse. Alors de la même manière pour la composante verticale, on va repérer les ordonnées des points mi-1 et mi plus 1, donc yi plus 1 pour le point mi plus 1, yi-1 pour le point mi-1. Et la composante verticale de la vitesse, vous l'avez deviné, va s'écrire Vy égale yi plus 1 moins yi-1 sur 2 taux. Là aussi, pour cette composante verticale, on considère que quand l'objet se déplace du point mi-1 au point mi plus 1, finalement on a un déplacement vertical euh, qui peut se calculer à partir de ces deux ordonnées, yi plus 1 moins yi-1 sur 2 taux. Alors, on peut noter ici que les deux composantes, que ce soit Vx et Vy, sont positives, mais après, selon l'orientation du vecteur, ces composantes peuvent être négatives. Donc ici, on le voit, puisque xi plus 1 est supérieur à xi moins 1, yi plus 1 est supérieur à yi moins 1. Donc on a deux composantes positives qui orientent le vecteur ainsi. On va voir après, quand on va s'intéresser au vecteur variation de vitesse, on va voir un exemple de composante négative. Donc voilà, ces deux formules sont à bien retenir pour déterminer les composantes des vecteurs vitesse. Ça va nous permettre de les tracer à l'aide de Python.
Maintenant, nous allons déterminer les composantes du vecteur variation de vitesse. On a toujours cette trajectoire ici d'un objet mobile avec cet objet qui passe de la position mi-1 à la position mi puis mi plus 1. Alors, à la position mi-1, il a la vitesse vi-1, tandis qu'à la position mi plus 1, il a la vitesse vi plus 1. Nous, on voudrait déterminer les composantes du vecteur variation de vitesse au point mi. Alors, le vecteur variation de vitesse, il est à peu près comme ça. On sait qu'il se note delta v, et donc ici, pour le point mi, delta vi. Ce vecteur variation de vitesse doit avoir une composante horizontale qu'on va appeler delta vi x et une composante verticale delta vi y. Alors, on peut remarquer ici, c'est intéressant de le souligner, que euh, lorsqu'on se déplace horizontalement de l'origine du vecteur jusqu'à la pointe de la flèche, on va se déplacer comme ça horizontalement. Donc, on se déplace dans le même sens que l'axe OX, que le vecteur I. Donc, cette composante-là, elle est positive. Maintenant, si je regarde au niveau du déplacement vertical, donc si je dois me déplacer de l'origine du vecteur jusqu'à la flèche, mais verticalement, je vais me déplacer comme ça. Donc je me déplace dans le sens opposé à l'axe Y. Cette composante delta I, delta VIY, elle est négative. Donc c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire les composantes des vecteurs, que ce soit vitesse ou variation de vitesse, elles peuvent être positives ou négatives. Alors, ce vecteur variation de vitesse, il s'écrit delta VI égale VI plus 1 moins VI moins 1. Alors, le vecteur VI plus 1, si on s'y intéresse, on sait que lui aussi, il a une composante horizontale qu'on va noter Vx, entre parenthèses, I plus 1, et sa composante verticale, Vy de I plus 1. Il s'écrit de la manière suivante, ce vecteur, Vi plus 1 égale composante Vx I plus 1 selon le vecteur I, plus composante Vy I plus 1 selon le vecteur J. Alors cette écriture, elle est un petit peu lourde. On peut la simplifier en utilisant des parenthèses. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait en mathématiques. Finalement, on va écrire que c'est égal à la composante horizontale, on la met en haut, Vxi plus 1, et en bas, entre parenthèses, la composante verticale, Vyi plus 1. Ça va alléger un petit peu l'écriture pour la suite. De la même manière, pour le vecteur Vi-1, on va écrire ça de la manière suivante. Vi de I-1, c'est Vx de I-1 selon le vecteur unitaire I, plus Vy de I-1 selon le vecteur unitaire J, ce qui s'écrit Vx I-1, Vy I-1, entre parenthèses. Donc si je fais le calcul pour trouver les composantes du vecteur delta Vi, je vais faire Vxi plus 1, Vy I plus 1, moins Vxi-1, Vy-i-1. On peut regrouper tout ça dans une seule parenthèse. Vxi plus 1 moins Vxi-1, voilà, je fais la soustraction des composantes horizontales. Et en bas, je vais faire la soustraction des composantes verticales. Vyi plus 1 moins Vyi-1. Du coup, on va trouver ici en haut la composante horizontale du vecteur variation de vitesse. Et en bas, la composante verticale, toujours de ce vecteur variation de vitesse. On pourra donc écrire que la composante horizontale delta Vix s'écrit tout simplement Vxi plus 1 moins Vxi moins 1, c'est-à-dire la différence entre la composante horizontale du vecteur Vi plus 1 et celle du vecteur Vi moins 1. Donc finalement, la composante horizontale du vecteur variation de vitesse, c'est tout simplement la soustraction des composantes horizontales du vecteur précédent, du vecteur suivant, moins celle du vecteur précédent. De la même manière, pour la composante verticale, on aura d delta VIY égale VYI plus 1 moins VYI moins 1, voilà, que j'ai noté à nouveau ici. Donc ces deux formules-là, elles sont aussi à retenir, ça va vous permettre de tracer
À l'aide de Python, les vecteurs variation de vitesse, vous aurez besoin de ces formules pour faire les calculs et pour pouvoir l'afficher à l'aide de Python. Alors, pour apprendre à utiliser Python, à obtenir les vitesses et pour trouver comment tracer des vecteurs variation de vitesse, on va partir d'un exemple, c'est l'étude de la chute libre d'une balle sans vitesse initiale. Donc on a une balle qui a été lâchée ici, sans vitesse initiale, on ne l'a pas lancée, et avec Avimeca, on a repéré les positions successives de la balle. Vous voyez, elles apparaissent ici. Évidemment, on a étalonné ici avec la règle les 2 mètres. On a fait tout le travail préliminaire. Et on a ainsi l'abscisse X de la balle et son ordonnée Y au fur et à mesure du temps. Alors on peut déjà remarquer que l'écart temporel entre deux positions successives est égal à 0,040 secondes. Ce sera utile pour la suite. Les valeurs de x, vous voyez, elles ne changent pas beaucoup, c'est normal puisque le mouvement il est vertical. Donc l'abscisse x de la balle ne varie pratiquement pas. On va plutôt s'intéresser aux ordonnées y de la balle. Alors on va voir dans un instant comment utiliser Python pour l'étude de ce mouvement. Alors, nous avons récupéré les positions de la balle au cours du temps et elles se présentent sous la forme de séries. Donc, nous avons une série pour les abscisses de la balle, ici, c'est la première ligne, et une série pour les ordonnées de la balle, c'est la deuxième ligne. Alors, ça correspond en fait, ici pour par exemple la série Y, ça correspond à l'ensemble des ordonnées prises par la balle et on voit que ces valeurs sont séparées par des virgules. Donc il faut être bien attentif à ça, c'est que les valeurs sont séparées par des virgules. Par contre, les valeurs, si ce sont des valeurs décimales hein, qui comportent des virgules, en fait, Python reconnaît la virgule d'un nombre décimal par un point. Donc par exemple, la première valeur c'était 2,19 mètres. Elle est indiquée de la manière suivante 2,19 E00 qui signifie fois 10 puissance 0. Donc là c'est une notation scientifique. 2,19 E00 ça signifie 2,19 fois 10 puissance 0. Et 10 puissance 0 c'est égal à 1 donc c'est bien 2,19 mètres. Alors on ne va pas trop s'intéresser à la série pour l'abscisse. Parce qu'en fait, l'abscisse de la balle, c'est toujours à peu près la même valeur, étant donné que la balle a une trajectoire verticale. Donc on va plutôt s'intéresser à la série pour Y, c'est-à-dire l'ordonnée de la balle. Avant toute chose, on va indiquer au programme que l'écart entre deux positions successives de la balle est égal à 0,040 secondes. Alors on sait que cet écart temporel, on le note tôt, mais ici, je n'ai pas la possibilité d'écrire la lettre grecque tau avec Python. Et la plupart du temps, on utilise plutôt la notation dt, qui veut dire différence de temps, ou écart temporel. Donc dt, on va indiquer qu'il est égal à 0,040 secondes, 0,04 secondes. Alors, ce qui est très utile dans Python, c'est de faire des commentaires. Par exemple, ici, je vais l'indiquer en commentaire que ça correspond à l'écart temporel entre deux positions successives. Et pour faire des commentaires, il faut commencer par indiquer un hashtag. À partir du moment où j'écris ce hashtag, le programme ne va pas prendre en compte ce que j'écris. Et cette indication est pour le lecteur du programme ou pour moi me souvenir que telle notion, ça signifie telle chose. Donc dt égale 0,04 secondes, je vais l'indiquer. L'écart temporel entre deux positions successives est égal à 0,040 secondes. Voilà, je termine avec le hashtag. Voilà, donc ça, c'est une indication que j'ai donnée
à Python. dt, à chaque fois que je vais utiliser dt, en fait, lui, il va le remplacer par cette valeur de 0,04. Donc, j'ai plus à écrire 0,04 à chaque fois. Et ainsi, ça me permet de modifier le programme. Si je veux réutiliser ce programme pour la suite avec un autre écart temporel, je n'ai pas à changer toutes les formules, j'aurai juste à changer la valeur qui est ici, ce qui est très pratique. Alors maintenant, on va donc s'intéresser à cette série sur les ordonnées de la balle. Et par exemple, je vais demander à Python de m'indiquer cette valeur. Alors, pour cela, pour que Python m'écrive une valeur, je vais lui demander, je vais l'indiquer par la fonction print. Print, ça veut dire imprime, donne-moi telle valeur. Donc, print, entre parenthèses. Et donc, si je m'intéresse à cette valeur, je pourrais dire qu'il s'agit de la 1, 2, 3, 4e valeur de la série Y. Eh bien, si je fais ça, si j'écris Y de 4, voilà, j'ai demandé d'exécuter le programme. Ah, j'ai oublié une parenthèse, ouais. Donc ça, c'est les joies de la programmation. Il ne faut pas oublier quoi que ce soit. Voilà. Je tombe pas sur 2,10 comme je le voulais, mais sur 2,05. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, Python considère que la première valeur, c'est la valeur 0. Donc en fait, si moi je veux la valeur 2,10, il faut que je compte comme lui. Et donc je dis qu'ici c'est la valeur 0, 1, 2, 3. Donc je vais demander à Python, donc écrit pour la série Y, la 3e valeur. Voilà. Donc il faudra être toujours très vigilant par rapport à ça, de ne pas se tromper et toujours considérer que la première valeur d'une série, c'est la valeur 0. Et en faisant ça, on tombe bien sur 2,10 ici, 2,1. Ça, c'est la première chose à bien savoir concernant les séries. Deuxième chose, il peut être utile de demander à Python de nous indiquer le nombre total de valeurs dans une série. Alors si je compte, j'ai combien de valeurs pour ma série Y? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valeurs. Alors vous voyez, c'est quand même assez fastidieux de compter toutes les valeurs, surtout quand elles sont là en notation scientifique, séparées par des virgules. C'est pas très pratique. J'ai 15 valeurs, mais l'idéal, c'est de demander à Python de me le faire. Et pour cela, on utilise la fonction len. Donc si j'indique à Python len de y, len de y, c'est le nombre de valeurs de la série y. Alors si je fais ça, Python va rien me faire. Pourquoi? Il ne va pas me donner cette valeur. N'oublions pas que si on veut qu'il m'indique une chose, il faut lui dire print. Donc là, je lui dis indique-moi, donne-moi le nombre de valeurs de la série Y. Print len Y. Et en faisant ça, voilà. Donc j'ai toujours le 2,1 qui correspond à ma ligne 6 et ma ligne 7, print le nombre de valeurs de Y. J'ai bien 15, c'est ce que nous avions dit, 15 valeurs pour cette série. Donc ça, cette fonction len, elle va être aussi très utile pour la suite. Ça nous évite de compter comme ça, ce qui est un petit peu fastidieux. Alors maintenant, on va essayer d'obtenir le graphique de la représentation des positions successives de la balle. Donc pour cela, ici j'ai plus besoin de ces deux fonctions, c'était pour vous montrer des notions sur les séries. On va avoir besoin de tout ce qui est fonctions mathématiques de manière générale. Et donc on va demander d'importer toutes les fonctions mathématiques qui sont déjà préenregistrées dans Python. En faisant import math, toutes les fonctions comme les cosinus, les racines carrées, etc.
les notions sur les boucles, et ben tout ça c'est dans un module qui s'appelle math, et en disant import math, il va reconnaître tout ça, et on n'aura pas besoin d'utiliser des notations très complexes. Ensuite, tout ce qui est représentation par des graphiques se trouve dans une librairie qui s'appelle matplotlib. Donc, on va lui dire from matplotlib. Alors attention, ici il n'y a pas de H pour math. Donc après le T, ne mettez pas de H. Donc from matplotlib, import pyplot. Alors, pyplot, ça va être des fonctions. Hein. Toutes les fonctions pyplot sont des fonctions qui vont nous permettre d'obtenir des graphiques. Alors, par exemple, ici, je voudrais obtenir simplement les axes, un repère avec un axe OX et un axe EY. Et bien pour cela, je vais lui demander pyplot.axis. La fonction, en fait, quand j'écris pyplot.axis, c'est-à-dire je lui demande de faire, parmi les fonctions pyplot, de me faire la fonction qui permet de tracer un axe, donc la fonction axis. Et je dois ajouter des parenthèses. Donc pyplot axis. Alors si je demande de faire ça, voilà, j'exécute le programme, eh bien il ne se passera rien du tout. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que Python, il faut lui dire à chaque fois de m'afficher les choses. Si on lui dit pas affiche-moi, il fait le programme, mais il va pas nous l'afficher. Donc il faut que j'ajoute pyplot.show pour qu'il me montre ce repère, ces axes OX, OY. Donc pyplot.show. Show qui en anglais veut dire montrer. Voilà, alors si je fais ça, normalement, je devrais obtenir un graphique, enfin un repère pour l'instant, repère OX, OY. Donc là, pour l'instant, il a pris des valeurs au hasard, hein. Donc il fait de 0 à 1 en abscisse et de 0 à 1 en ordonnée. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, je voudrais qu'il m'indique les différentes positions de la balle. Donc, à partir des abscisses, des séries d'abscisses, de la série d'abscisses X et de la série d'ordonnées Y. Donc, juste après pyplot axis, voilà, je vais lui demander de m'indiquer donc tous ces points. Donc pour cela, je vais écrire pyplot.scatter entre parenthèses. Et donc je vais demander, donc pyplot.scatter, ça va être donne-moi la série de points correspondant, alors en abscisse dans un premier temps, en abscisse en quoi? Aux abscisses de la balle, qui sont déjà notées X. Donc je note X, voilà. Donc la première valeur, ce sont les abscisses des points. Je n'ai pas besoin de mettre de crochet, parce qu'avec pyplot.scatter, X, ça désigne forcément la série qui est indiquée auparavant. Ensuite, en ordonnée, je veux les valeurs Y, virgule. Ensuite, on peut donner une couleur au point. Pour cela, on indique C comme color, égale, et par exemple, je vais choisir la couleur rouge. Donc je vais mettre red, mais attention, je dois mettre des apostrophes entre pour red. Donc C égale red, virgule. Et les points, je voudrais qu'ils prennent la forme de croix. Donc le type de point se désigne par marqueur égale, entre là aussi des apostrophes, et les croix vous allez utiliser plus. Voilà, et je ferme la parenthèse. Donc en ayant fait ça, j'aurai les points qui vont apparaître sur mon graphique. Pour cela, on va lancer le programme. Voilà, alors, j'obtiens bien les points, seulement, truc un petit peu bizarre, c'est que j'ai pas cette belle trajectoire verticale. Alors pourquoi?
Parce qu'en fait, par défaut, le programme optimise la représentation graphique. Et si vous regardez ici, en fait, vous voyez que en abscisse, les valeurs vont de 1,69 à 1,71. Donc en fait, il a dilaté fortement l'axe des abscisses. Pour éviter ça, eh bien, on va demander à ce que notre repère OXY soit bien orthonormé. Et pour cela, dans PyPlotAxis, on va préciser entre parenthèses, alors, et avec des apostrophes, que le repère doit être orthonormé, c'est-à-dire en ajoutant equal. Voilà. Je vais à nouveau lancer le programme. Et voilà, j'ai maintenant les positions successives de ma balle. Voilà, donc ça c'est une première chose à savoir faire avec Python. Déterminer, enfin faire apparaître un graphique avec les positions d'un objet au cours du temps. On va voir dans un instant maintenant comment obtenir les vitesses pour certaines positions de la balle. Alors maintenant que nous avons obtenu la trajectoire de la balle, on va essayer d'obtenir la vitesse de la balle. Alors ici, dans un premier temps, on va déterminer la vitesse de la balle pour une position donnée. Et on va également tracer son vecteur vitesse, tout ça à l'aide de Python. Alors pour cela, on va se placer ici au niveau du programme, par exemple sur la ligne 8, on peut laisser un petit espace pour aérer notre programme. Et donc on va calculer la vitesse, par exemple à la position 8. Alors on va compter comme Python, on va considérer ici que la première position c'est la position 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je voudrais avoir la vitesse ici. Alors, donc la vitesse à la position 8, on va l'appeler V8. Et comme on l'a vu au départ, la vitesse a deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Alors ici, finalement, comme notre mouvement ici est vertical, la trajectoire est verticale, finalement, la vitesse horizontale ne va pas nous intéresser. Et donc, on va directement calculer la vitesse verticale VY, enfin la composante plutôt, la composante verticale de la vitesse VY, sachant qu'elle peut être positive ou négative, on l'a déjà vu. Donc, V8 de Y est égal à quoi? Eh bien, je dois prendre l'ordonnée Y à la position juste après, c'est-à-dire Y, la neuvième valeur de Y, voilà, moins, voilà, pas se tromper avec les crochets, moins la septième valeur de Y, et tout ça, je dois le diviser par l'écart temporel. Alors ici, on a deux positions successives, et donc enfin on va avoir deux écarts temporels plutôt, en deux écarts temporels, donc tout cela doit être divisé par deux fois delta t. Voilà, donc ici on a la vitesse à la position 8. Je dois demander à Python de me l'afficher, on va vérifier si on obtient bien une valeur, donc print entre parenthèses V8Y. Et on va exécuter le programme. Voilà. Alors là, ici, j'ai le graphique. Si je veux avoir la vitesse, il faut que je clique sur l'onglet texte. Et donc, j'ai cette vitesse de moins 3,375 mètres par seconde. Alors, on pourrait être étonné de voir ici une vitesse négative, mais n'oublions pas que là, j'ai demandé qu'il m'affiche la composante de la vitesse selon Y. Et cette composante, elle est négative. On va le voir quand on va tracer le vecteur. La vitesse étant orientée vers le bas, on a une composante Y de la vitesse négative. Alors, on va revenir au graphique et on va tracer maintenant le vecteur vitesse à la position 8. On a sa valeur.
Mais qu'en est-il de la représentation de cette vitesse? Alors pour cela, il faudra utiliser un vecteur. Et pour Python, le vecteur s'obtient grâce à la fonction pyplot, donc dans la librairie pyplot, la fonction arrow comme flèche en anglais. Et là, on va devoir indiquer, alors entre parenthèses, donc pyplot arrow, on va devoir indiquer dans un premier temps l'origine de ce vecteur. Où ce vecteur s'applique-t-il? Eh bien, il doit s'appliquer à la position 8. Donc ici, la position 8, déterminée par son abscisse x et son ordonnée y. Donc l'abscisse de la huitième valeur dans notre série d'abscisses, virgule. L'ordonnée, donc ici c'est la huitième valeur dans la série des ordonnées, virgule. Une fois qu'on a fait ça, on doit indiquer les coordonnées de ce vecteur. Alors, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Eh bien, ce vecteur, c'est une vitesse qui va être verticale. Donc, l'abscisse de ce vecteur vaut tout simplement 0. L'ordonnée de ce vecteur, c'est quoi? Eh bien, on l'a vu juste avant. C'est la composante de la vitesse selon l'ordonnée, c'est-à-dire V8y qu'on a défini juste avant. Donc ici, V8y. Donc, je récapitule. On trace un vecteur qui a pour origine la position 8. Hein. Donc, on met les coordonnées x et y de la huitième position. On met ensuite les composantes du vecteur Vx8, bah, ça va être 0. V8y ou Vy8, c'est la composante selon y pour ce vecteur à la huitième position. Et maintenant, on va devoir indiquer ici que la taille de la flèche du vecteur. Alors là, c'est un petit peu compliqué. On va tester. Vous allez devoir écrire aid en fait pour la tête du vecteur. Ensuite, le tiret, mais le tiret de la touche 8. Width, désolé pour l'accent, égale. Alors on va essayer 1. On verra après ce que ça nous donne. Et donc ça va nous donner en fait la taille de la flèche du vecteur. Et donc là, il faudra y aller par tâtons parce qu'on n'a pas toujours la même chose. Donc dans un premier temps, essayez avec 1, puis après on verra un petit peu s'il faut modifier. Et en fait, une dernière chose, c'est que la taille du vecteur, en fait, doit comporter également en fait, la taille du vecteur doit être toute la taille avec la flèche. Donc pour cela, il faut indiquer à Python que la taille du vecteur, length, alors, tiré du 8, includes, tiré du 8, head, égale true, attention avec une majuscule true. Donc ça veut dire que la taille du vecteur va être calculée avec l'extrémité de la flèche du vecteur. Bon, on va voir ce que ça nous donne ici si on lance le programme. Voilà, alors on a bien un vecteur à la position 8, mais on voit que ce vecteur est assez grand et surtout la flèche aussi est assez grande. Donc on va essayer d'adapter tout ça. Dans un premier temps, on va peut-être réduire un petit peu la taille de cette flèche. Donc on va y aller par tâtons et c'est ce que je vous recommande de faire quand vous avez ce genre de choses. Pour réduire la taille de la flèche, vous pouvez mettre ici 0,1. Voilà, c'est déjà mieux. On a quelque chose qui est tout à fait acceptable. Alors maintenant, ce vecteur est peut-être un peu grand et donc on peut le réduire. Alors, comment ça? Eh bien, en mettant une échelle pour la vitesse. Hein. C'est exactement la même chose que si vous faisiez le travail sur papier.
quand vous représentez un vecteur vitesse, vous devez utiliser une échelle pour la vitesse. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va ici insérer une ligne supplémentaire qu'on va appeler échelle vitesse. Alors pour éviter d'écrire échelle vitesse, on va juste mettre EV. Et ça c'est l'échelle de la vitesse. Alors si je veux par exemple réduire la taille de ce vecteur de moitié, eh ben, on va utiliser une échelle 1 cm par exemple pour 2 mètres par seconde. Donc l'échelle de la vitesse, ça va être 2. En faisant 1 cm pour 2 mètres par seconde, on va réduire la taille du vecteur de moitié. Alors ici, si vous le souhaitez, EV égale 2, c'est vrai que c'est peut-être pas très clair. Vous pouvez ajouter ici qu'il s'agit d'un petit commentaire pour préciser cela. Alors il faut pour cela utiliser le hashtag. Voilà. Donc ici, préciser qu'il s'agit de l'échelle de vitesse. Voilà. Et donc en fait, pour alors utiliser cette échelle de vitesse, si vous faites ça, ça ne suffit pas, hein. Si vous relancez le programme, vous aurez toujours ça. En fait, il ne va pas l'utiliser. Il faut l'indiquer ici dans votre ligne pour le tracé du vecteur vitesse. Alors comment? Eh bien ici, pour les composantes Vx et Vy, vous devez mettre ici un slash et vous mettez EV. C'est-à-dire qu'il va tracer la composante Vx avec l'échelle que vous avez définie au préalable. Et ici, pareil, bien sûr, pour la composante Y. Je dirais même c'est le plus important puisque l'autre, de toute manière, c'est 0. Donc slash EV. Voilà. Et donc ces deux composantes, il va les tracer à l'échelle qui a été définie juste avant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on voit en fait, on a toujours un vecteur assez grand, mais ici, il a modifié l'échelle verticale. Alors, 2, on peut encore réduire la taille de ce vecteur. Vous pouvez par exemple faire 4. Voilà, vous avez quelque chose comme ceci. C'est déjà beaucoup mieux. Si vous voulez encore réduire, vous pouvez mettre une échelle à 6. Voilà. Et donc là, à vous de procéder comme ça par tâton. Alors en faisant ça, on voit que la taille de la flèche est plus importante. Donc là aussi, vous pouvez essayer de réduire un petit peu la taille de la flèche. Par exemple en mettant 0,01. On a quelque chose comme ceci. Alors là par contre, elle est peut-être vraiment petite. Donc ici, vous pouvez mettre 0,05. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Donc ici, voilà, vous avez le vecteur vitesse au point 8, donc pour cette trajectoire. Donc voilà comment obtenir à la fois la vitesse en un point particulier et le tracé du vecteur vitesse. Maintenant, on va passer à l'étape la plus difficile. On va tracer le champ de vitesse, c'est-à-dire l'ensemble des vitesses pour toutes les positions. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors maintenant qu'on a calculé la vitesse en un point pour une position de la balle et qu'on a réussi à représenter le vecteur de vitesse pour cette position, on va essayer de faire ça pour l'ensemble des positions de la balle. Alors dans un premier temps ici, on va demander à Python de calculer les vitesses pour toutes les positions de la balle. Alors pour cela, ici, donc nous l'avons fait à la position 8. Alors je vais dans un premier temps supprimer cette partie-là qui est le tracé du vecteur. On va vraiment se concentrer uniquement sur le calcul de la vitesse. Et donc là, on l'avait fait pour la position 8. On va ajouter une petite ligne et on va utiliser une boucle for. For i in range. Alors ça veut dire pour i qui va varier de... Alors, on ne pourra pas calculer la vitesse pour la première position de la balle, puisqu'on n'a pas de coordonnées pour la position juste avant. On ne pourra pas non plus calculer la vitesse pour la dernière position de la balle, parce qu'on n'a pas les coordonnées pour la position juste après.
Donc, on ne pourra pas faire varier i de 0 à une certaine valeur, mais de 1. Voilà, on ne peut pas calculer la vitesse pour la position 0, ici, pour la première position de la balle, mais pour la position 1, juste après. Alors, donc on va faire varier i de 1, et là, je vais faire exprès, je vais faire juste varier i de 1 à 2 pour voir ce que ça donne. Et on ajoute 2 points. On tape Entrée, et normalement, il doit y avoir un petit décalage ici qu'il faut bien respecter pour le calcul de cette vitesse. Donc voilà, en fait, il faut que ce soit lié. Hein. La boucle for, ici le calcul est lié à cette boucle for. Donc, on va remplacer 8 par i. Ici, on va prendre la valeur de y en i plus 1, moins la valeur de y en i moins 1. Tout ça divisé par 2t. Alors, voilà. Et on va lui demander ici d'imprimer la valeur. Mais attention, il faut que je respecte aussi ce petit décalage. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne avec i qui va varier de 1 à 2. On va lancer le calcul. Alors, ici, le graphique ne nous intéresse pas. On va regarder les valeurs qu'il obtient. Donc, on a une seule valeur de vitesse. C'est la valeur de vitesse à la position 1. Si je demande de faire varier i de 1 à 3, on aura deux valeurs de vitesse. Alors on remarque que ces vitesses elles sont négatives, c'est normal, hein, on l'a déjà dit, parce que ici en fait c'est la composante VY que l'on calcule. Hein. Donc ces composantes elles sont négatives étant donné que les vecteurs vitesse sont orientés vers le bas. Donc on a seulement deux vitesses. Finalement, quand on regarde un petit peu le programme, finalement il va faire le calcul pour la position 1, pour la position 2, mais il ne le fait pas pour la position 3. Et donc ça, on va en tenir compte. Finalement, nous, on voudra qu'il fasse le calcul jusque, en fait, jusque l'avant-dernière position. Donc, on avait déjà rencontré la fonction len qui nous donne le nombre de valeurs dans une série. Donc, on va prendre donc ici la fonction len pour x ou y, hein, ça n'a pas d'importance puisqu'on a autant de valeurs pour la série x que pour la série y. Mais attention, len moins une valeur pour éviter qu'il le fasse pour la dernière position. Donc si on demande à ce qu'il fasse le calcul, il va nous calculer les vitesses, voilà. Et si on compte le nombre de valeurs de vitesse, normalement on doit avoir 13 valeurs, puisqu'on a éliminé la première vitesse pour en fait, pour la position 0 et la vitesse pour la dernière position. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a bien 13 valeurs. Pour la vitesse, on ne s'est pas trompé. Alors, ces valeurs de vitesse qu'on a là, elles ne sont pas facilement exploitables par la suite parce qu'elles se présentent par des calculs successifs. Et ce qui est exploitable, en fait, c'est les séries. Comme ici, on avait les séries pour x et y. Et bien là, maintenant, on va demander de calculer les vitesses, mais de faire apparaître ça sous forme de série. Alors, pour y arriver, on va devoir utiliser la fonction append. Qu'est-ce que ça veut dire cette fonction append? Ça veut dire que chaque fois qu'il va faire un calcul, eh bien, il va l'ajouter dans une série. Donc ici, on va juste modifier le programme comme ceci. Le égal, je vais le remplacer par la fonction append. Donc pour cela, j'écris point append. Et attention, je serai obligé d'ajouter des parenthèses supplémentaires pour qu'ils prennent bien tout le calcul qui est là. Hein, là, ici, il faut que la fonction append englobe tout le calcul. Voilà. Alors, en faisant ça, si je lance le calcul, je vais avoir un problème, une erreur, puisqu'il va me dire que VY n'est pas défini. En fait, VY n'est pas défini comme série, puisque maintenant je lui demande de
à VY d'ajouter toutes les valeurs de VY qu'il calcule, eh bien, il faut qu'au préalable, je définisse VY comme étant une série. Et donc, je vais faire ça facilement ici, en ajoutant par exemple à cette ligne, hein, on avait déjà la série pour X, la série pour Y, et bien on va ajouter la série pour VY. Alors VY plus précisément. VY égale, et pour indiquer que c'est une série, je mets juste des crochets. Tout ce qui est entre crochets concerne les séries. On va relancer le logiciel, le programme, et voilà. Alors, là, voilà comment il a procédé. Donc il a calculé la valeur pour i égale 1, qu'il a stocké, puis ensuite il a recommencé pour i égale 1, et il a ajouté dans la série la valeur pour i égale 2. Puis il a fait pour i égale 1, il a ajouté 2 et 3, etc. etc. Alors finalement, la ligne qui nous intéresse, nous, c'est la ligne avec toutes les valeurs, hein, les 13 valeurs ici. C'est la dernière ligne de calcul. Donc pour avoir à éviter tous les calculs précédents, il suffit juste de faire une chose, c'est finalement de redécaler ici le print. Voilà, on va y arriver. Donc le print, je vais le redécaler à la ligne. Et en faisant ça, donc il va faire toutes les valeurs, mais il va m'afficher seulement la dernière ligne. Voilà. Et là, j'ai bien les 13 valeurs de vitesse qui sont dans une série. Et en fait, ces valeurs, on va les copier et on va les utiliser par la suite pour obtenir le tracé des vecteurs vitesse, de l'ensemble des vecteurs vitesse qu'on va faire dans un instant. Alors maintenant, à partir des valeurs des vitesses de la balle, on va tracer les vecteurs vitesse. Contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment, on ne va pas faire un copier-coller. Les valeurs, elles sont là. On va directement compléter notre programme. Alors, je veux tracer les vecteurs vitesse. Donc, je vais rester dans cette boucle. Et ici, on va demander qu'il trace donc pyplot. Point arrow, trace les flèches. Enfin, on utilise la fonction arrow pour la flèche. Alors, on sait que chaque vecteur vitesse doit être aux abscisses et ordonnées xi et yi. Donc ça va être l'origine des vecteurs. Donc xi et yi entre crochets. Ensuite, on va lui indiquer les coordonnées de ces vecteurs. Donc, pour l'abscisse, on sait que c'est 0, ça, il n'y a pas de difficulté. Et pour leur donner, alors on pourrait tenter de mettre ici V, donc I de Y, au rang I. Pour l'ordonnée de ce vecteur au rang i. Seulement attention, ici, on a créé cette nouvelle série avec les valeurs VI. Seulement pour le programme, la première valeur ici, c'est VI entre crochets 0. Or, cette vitesse qu'on a calculée là, ce n'est pas V0, c'est V1, c'est la vitesse pour le point 1 et non pas pour le point 0. Donc attention, il y a un décalage d'un rang. En fait ici, je vais ajouter que on remarque qu'en fait la vitesse VI Y correspond en fait à la vitesse VI Y au rang I-1. Je répète, cette première valeur de vitesse qu'on a là, ce n'est pas la vitesse
V0, puisqu'on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas la calculer la vitesse au point 0. C'est en fait la vitesse V1. Seulement, comme elle apparaît en premier dans la série, le programme considère que c'est la vitesse V entre crochets 0. Donc là, voilà, c'est le point le plus difficile à comprendre, c'est que le fait d'avoir calculé ces vitesses sous forme d'une série, et ben lui, il prend toujours la première valeur comme la valeur 0, alors qu'elle correspond en fait à la vitesse V1 au point 1. Donc attention à cela. Du coup ici, pour le tracé de ma flèche, je ne dois pas prendre l'ordonnée au point I. Si je veux la vitesse au point I, je dois prendre en fait la coordonnée de la vitesse au point I-1. Voilà. Donc ça c'est le point le plus difficile à comprendre. Après, on va être obligé encore une fois d'utiliser une échelle. Donc on va mettre slash échelle des vitesses. On va remettre l'échelle juste avant. Et on va ajouter la taille de la flèche. Donc head-width égale, alors nous avions mis 0,05 précédemment, donc on va garder cette valeur. Et on va aussi indiquer que la flèche doit faire partie du vecteur. Donc length includes head égale to, attention avec une majuscule. Alors, on va définir l'échelle de la vitesse. On peut dire que échelle des vitesses égale, alors nous avions pris précédemment 6, donc on va garder cette valeur, ça devrait bien fonctionner. Alors, normalement, si on a fait tout ça, on peut lancer le tracé des vecteurs. Voilà, donc là on a toujours les valeurs des vitesses. Et si on regarde le graphique, voilà, on a les vecteurs qui sont bien tracés comme il faut. Donc voilà pour le tracé des vecteurs. Bien tenir compte de ceci, c'est-à-dire que quand vous souhaitez avoir la vitesse au point I, et ben en fait c'est la vitesse au rang I-1, puisque en fait lui part toujours de 0 quand il utilise les valeurs de la série qui a été définie au préalable. Alors voilà, je vous ai indiqué comment tracer les vecteurs vitesse. Après, je vais vous inviter à réfléchir par vous-même pour tracer les vecteurs variation de vitesse. Voilà pour ce tutoriel sur l'utilisation de Python pour le tracé des vitesses d'un objet mobile.